Et pour mieux parler de ce sujet, mesdames et messieurs, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat Miligi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment la communauté internationale perçoit-elle les efforts de l'Égypte pour soutenir les Palestiniens, malgré les voix qui s'élevaient récemment, accusant l'Égypte d'aggraver la situation à Gaza? Bon, premièrement, je trouve que ces accusations sont des accusations, si j'ose dire, tragiques. C'est quelqu'un qui ne voit pas exactement la réalité, avec des accusations, je trouve, malveillantes et de campagne de désinformation, et des tentatives pour atteindre à la réputation de l'Égypte. Oui. En ce qui concerne la communauté internationale, je pense que la communauté internationale déjà reconnaît de plus en plus l'ampleur des efforts déployés par l'Égypte. Déjà de nombreux pays et même organisations humanitaires internationales savent exactement que l'Égypte a été le premier pays en ligne dès même les premières heures du conflit. Oui. Si on se souvient très bien au début, le premier échange qui a pris place, le premier échange de prisonniers entre les deux organisations, et que l'Égypte a insisté de ne pas commencer ces échanges-là, à moins qu'Israël ouvre la frontière de son côté, et même à ce moment-là, c'était un contrôle seulement de l'autre sortie, de l'autre issue de la frontière de Rafah. Pas comme maintenant, une occupation totale. Et malgré cela, Israël était à l'autre côté et elle a refusé l'entrée avec les efforts de l'Égypte et l'incitation de la part du président Sisi de ne pas accepter l'accord d'échange, à moins qu'Israël accepte l'entrée d'aide humanitaire à la bande de Gaza. Alors, ça, c'était le premier échange de prisonniers. Et je trouve que cela est la meilleure réponse à ces accusations illégitimes. Quelles sont les principales formes d'aide humanitaire et de secours apportées par l'Égypte aux civils de Gaza? Alors, dans toute forme, l'Égypte a acheminé par convoi terrestre des centaines de tonnes d'aide alimentaire, médicale et logistique et essence aussi. On a installé des hôpitaux temporaires pour recevoir les victimes des agressions israéliennes. On a déployé le Croissant Rouge égyptien. On a mobilisé beaucoup d'institutions civiles et militaires aussi pour coordonner l'urgence humanitaire. Plus encore, l'État a accueilli des blessés gazaouis, organisé des transferts médicaux et même on a facilité l'entrée et l'arrivée des médecins volontaires, que ce soit arabes ou étrangers. Sans parler certainement des médiations qui prennent place depuis le début du conflit jusqu'à l'heure actuelle, malgré le blocage israélien et l'incitation d'Israël à saboter tout effort de médier, parce que, comme on le sait tous, et je pense que maintenant la communauté internationale n'a pas besoin de plus de preuves, Israël essaye toujours de saboter tout effort parce qu'elle n'a l'intention que de faire deux choses: continuer son agression, continuer son génocide d'un côté, d'une part, et un déplacement forcé des Palestiniens de l'autre côté. Et l'Égypte s'est mis debout devant ces deux attentats, de sorte que Israël ne réussit pas à aucune des deux, ni à liquider la cause palestinienne, ni à continuer son agression. On essaye certainement avec la communauté internationale, mais cela a toujours été en vain, à part quelques occasions, parce qu'Israël essaye
bloqué tout d'un côté et soutenu par les États-Unis, a refusé toute médiation et toute négociation afin de libérer les otages et d'alléger la situation pour les Gazaouis dans la bande de Gaza. Il est important de citer que ces efforts-là ont toujours été bloqués par les États-Unis et Israël ensemble, qui sont des accomplices complets dans ce fait, et que la communauté internationale ni les organisations internationales telles que les Nations Unies ont pu réussir à convaincre ou à forcer même Israël à se plier au droit international. À votre avis, quel est le prix payé par l'Égypte à cause de sa position ferme contre le déplacement forcé des Palestiniens? Alors, il y a plusieurs prix qui ont été payés. Premièrement, si j'ose dire aussi, ces accusations illégales dont je viens de citer, oui. ça représente, je pense, une insulte de la part de ces accusations malveillantes. Comme je l'ai dit, c'est un strabisme à la vraie situation. Mais en tout cas, on parle, c'est l'Égypte qui s'en destin toujours à cause de sa position géopolitique d'un côté et à cause de son importance dans un conflit de telle magnitude. C'est l'Égypte toujours qui doit être en première ligne. Continuons, alors si on parle des autres prix, alors premièrement, le prix le revenu de Suez, le canal qui est diminué, et on a entendu par le président lui-même parler de à peu près 60 milliards de dollars perdus à cause de ce conflit. Un impact économique assez grand, assez géant. Pour un pays qui est un pays qui passe des difficultés, sans compter certainement les frictions avec l'Occident, notamment avec les États-Unis, à cause de la position de l'Égypte vis-à-vis, par exemple, la position ou la déclaration du président Trump de transférer les Palestiniens et de les envoyer par force et de les déplacer par force vers le territoire égyptien, et que l'Égypte, du premier moment, a mis une ligne rouge à ce qu'on reçoit des Palestiniens, pas parce qu'on n'a pas l'intention ou on ne veut pas aider, on a déjà prouvé à quel point on veut aider, mais simplement parce que cela dit que tout simplement on va liquider la cause palestinienne, ce que l'Égypte refuse. Catégoriquement, oui. Exactement, la position de l'Égypte a toujours été ferme parce que cela est une violation directe au droit international, et l'Égypte, en tant que pays qui respecte toujours ses obligations, qui respecte le droit international, ne peut pas accepter d'être partenaire dans un crime contre l'humanité. Alors c'est ici que l'Égypte a totalement refusé tout cela, et on paye et on continue à payer, notamment avec nos relations qui ne sont pas au meilleur état avec la nouvelle administration américaine, avec le président Trump, à cause de cette position. Il était beaucoup plus facile pour nous de recevoir des milliards de dollars pour absorber 2 millions dans une population de 110 millions. C'est pas ça la chose qui va endommager l'Égypte, mais c'est une position claire et un respect total du droit international qui vraiment caractérise la politique extérieure de l'Égypte. Pour cela qu'on paye, comme vous l'avez cité, le prix à cause de ces positions. Et d'après vous, quelle est l'importance des concertations continues entre l'Égypte et ses voisins comme la Grèce, comme quelques pays arabes, comme avec des pays européens comme la France, comme l'Angleterre? Comment vous voyez les concertations continues et les efforts continus faits par la diplomatie égyptienne concernant la crise à Gaza? Alors, l'Égypte a utilisé tous ces canaux depuis le premier moment, que ce soit des canaux bilatéraux, multilatéraux, diplomatiques, humanitaires.
toutes les directions pour alerter sur, premièrement, les crimes de guerre d'Israël, pour exiger les couloirs humanitaires et empêcher le nettoyage ethnique qu'Israël veut effectuer. On a dénoncé clairement dans toutes les tribunes les pratiques israéliennes d'utiliser la famine comme une arme de guerre. On a bien montré la destruction systématique et des essais de déplacement forcé de la part d'Israël. Je veux dire que, en bref, le Caire ne s'est jamais tu. On a parlé là où les autres se sont tus. Mais nous, on s'est toujours prononcé. N'oublions pas, par exemple, un point très important, étant donné que vous avez évoqué la France, que sans la visite qui a été effectuée pour le président Macron à Arish, et qu'on lui a pu montrer avec ses propres yeux exactement les actions militaires israéliennes et les agressions israéliennes et les blessés que l'Égypte ont reçus. Et à ce point-là, c'est à ce moment-là que le président Macron a pris la décision de reconnaître l'État palestinien, comme il va le faire pendant le mois de septembre, comme il l'a déclaré devant tous les tribunes de médias. Alors, cela ne pouvait jamais se passer sans l'effort de l'Égypte et sans l'aide de l'Égypte pour montrer la vraie image de ce qui se passe du côté de Gaza, parce que, comme on le sait tous, Israël a bloqué toute entrée de journalistes internationaux pour juger pour eux-mêmes la situation et montrer plus et davantage comment est-ce que la situation est vraiment médiocre en Palestine, à Gaza. Alors, les efforts égyptiens qui ont donné à la reconnaissance de la France à l'État palestinien et qui a été suivi par l'Angleterre et d'autres pays, le Portugal par exemple et le Canada, comme on l'a entendu, tout cela a commencé à cause de la position égyptienne et de l'insistance de l'Égypte à montrer et à dévoiler tous les crimes d'Israël. Et puisqu'on parle de la France et du président Macron et de sa visite à El Arish, pourquoi il a dit qu'il va reconnaître l'État palestinien en septembre? Pourquoi durant le mois de septembre? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que cette reconnaissance par la France d'un État palestinien va changer la donne sur la scène politique internationale? Alors, premièrement, pourquoi septembre? Moi, je pense que la position de la France était un peu comme celle de l'Angleterre au début. C'est celle de donner du temps à Israël pour se retirer. Peut-être à ce moment-là, on va étudier la question. Et si on va vraiment reconnaître la Palestine. Je pense que c'est une position qui n'est pas la meilleure de point de vue éthique. Et que la reconnaissance de la Palestine doit être indépendante de les efforts israéliens, que ce soit d'aggraver la situation ou d'alléger la position à Gaza. Cela devait être indépendant de toutes ces agressions israéliennes. Mais parce qu'on sait tous que les Israéliens ont des alliés très forts. On commence par les États-Unis certainement, et que la majorité des pays de l'Occident étaient toujours en faveur d'Israël, malgré toutes les agressions israéliennes. Ça a pris plus d'un an et demi, même à peu près 2 ans, pour reconnaître que l'État hébreu est un État agressif, un État qui ne vise qu'à annexer des territoires arabes pour élargir sa superficie. Le président Trump lui-même l'avait cité avant sa prise au pouvoir en janvier 2025, quand il a parlé qu'il a vu sur la carte comment est-ce que la superficie d'Israël était petite et comment est-ce qu'il peut aider à élargir cette superficie. Eh bien, Israël lui a montré comment est-ce qu'on peut annexer des superficies comme elle l'a fait à la Syrie, au Liban et ce qu'elle a l'intention de faire à Gaza, sans oublier déjà la décision du Knesset pour annexer déjà la Cisjordanie.
Alors, voilà la vraie Israël, le vrai figure d'Israël qui n'a pour intérêt que d'annexer des territoires arabes qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas partie ici. D'ailleurs, on le sait, et il est le moment de clarifier ce point. Israël est le seul pays du monde qui ne veut pas déclarer des frontières officielles de son pays. Tout simplement parce qu'il essaye toujours d'annexer des territoires et il n'est pas le moment de déclarer les frontières officielles d'Israël parce qu'on est en train d'annexer davantage de territoires arabes, que ce soit en Syrie ou au Liban, en Palestine. Et après la reconnaissance par la France en septembre de l'État palestinien, est-ce qu'on s'attend à d'autres reconnaissances d'autres pays? Oui, exactement. J'avais négligé de répondre à la deuxième partie de votre dernière question, que cela peut donner sur la scène internationale. Oui. Alors le début, ça serait, comme on le fait tous, par la reconnaissance de l'Angleterre, du Canada et du Portugal, et peut-être d'autres pays ont aussi l'intention, mais n'ont pas déclaré jusqu'à maintenant, de reconnaître l'État palestinien. Et je pense que l'une des implications les plus fortes, que cela va donner que 4 pays, des 5 pays membres permanents des Nations Unies vont reconnaître l'État palestinien. Mais je trouve que tout cela ne peut avoir aucune vraie valeur sur le terrain que quand les États-Unis commencent à exercer une vraie pression sur Israël de se plier au droit international. Et est-ce qu'on s'attend à cette pression ou pas encore? Non, malheureusement, les États-Unis n'ont jamais pris de vraies mesures en ce qui concerne arrêter les agressions israéliennes. D'autant plus, c'est totalement le contraire. Israël a joui depuis sa création en 1948 plus de 58 vétos américains ou occidentaux pour bloquer toute résolution de condamner Israël au sein du Conseil de sécurité. Si on compare sa position occidentale envers Israël avec leur position envers la Russie, on peut savoir exactement que l'Occident en général peut avoir une volonté politique pour mettre fin à une agression. D'ailleurs, on est en train d'appliquer le 18e, entendez bien le mot, le 18e sanction sur la Russie. Jusqu'à maintenant, on n'a appliqué aucune sanction, même par les pays qui vont reconnaître la Palestine. Aucune sanction, notamment on parle des relations ou du partenariat stratégique avec Israël, jusqu'à maintenant est toujours en ligne et qui n'a jamais été arrêté par l'Union européenne jusqu'à ce moment-là. Cela vous montre à quel point il y a un double standard, il y a une hypocrisie bien sûr, de la part de l'Europe en ce qui concerne le dossier palestinien. Il y a toujours cet attentat et cette volonté d'éviter à Israël de subir les conséquences de ces actes, parce que pour eux, Israël est l'allié le plus proche au Moyen-Orient, il représente pour eux la continuation de l'ère coloniale de ces pays-là. Et c'est pour bien sûr. Pour lui, qui est totalement différent, c'est la même position des États-Unis qui a annihilé des millions de natifs américains pour pouvoir contrôler le continent du nord de l'Amérique tel qu'ils le font aujourd'hui. Alors c'est toujours une continuation de la même ligne d'agression, de la même ligne de colonisation effectuée. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Votre Excellence, l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour vos éclaircissements.